Van Ballon, voilà, merci d'être avec nous. En dehors du pétrole, on sait que l'Angola est un pays pétrolier important. Quels sont les secteurs d'intérêt importants pour développer une coopération avec la France? Dans la partie du discours du président angolais qu'on vient d'écouter, même si la qualité du son n'était pas bonne, il confirme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'agriculture en tant que comme production vivrière, mais aussi l'élevage, la pêche. Et il parle aussi du secteur du tourisme, de l'énergie. Donc voilà, autant de secteurs dans lesquels la France et l'Angola, d'après ce que dit le président João Lourenço, s'engagent à travailler ensemble, à travailler sur le plan notamment en matière d'investissement pour développer ces secteurs, mais aussi de partenariats techniques. Dans l'énergie, on sait que Total est déjà présent dans le pays. Le pays souhaite construire des raffineries, une expertise que peut apporter la France, en tout cas des entreprises françaises. Dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, c'est un secteur dans lequel la France peut apporter également une industrie. Les groupes agroalimentaires français sont compétents en la matière. Et on va écouter, pardon Stéphane Ballon, on va écouter le chef de l'État. Merci, Président, pour vos mots et votre accueil après les visites que vous avez effectuées à Paris ces dernières années. Et je suis heureux qu'avec une délégation, nous puissions en effet venir pour ces échanges, ces signatures, après un voyage qui était initialement programmé au printemps 2020, mais l'épidémie de Covid avait eu raison de cette échéance. Je veux d'abord remercier l'Angola pour le rôle de partenaire stratégique qu'elle joue pour la France dans toute la région. Et c'est le sens de ma visite, un partenaire qui, depuis de longues années, a œuvré avec beaucoup d'engagement, en particulier vous-même à titre personnel, pour la stabilité de la région et de son environnement. Nous venons de passer un long moment avec le président pour justement évoquer aujourd'hui la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je veux vraiment saluer le rôle qui est le vôtre dans le mécanisme de supervision et de surveillance du cessez-le-feu, les négociations qui sont en cours. Et nous avons une discussion approfondie qui nourrit des espoirs légitimes de résultats concrets dans les prochains jours pour obtenir une désescalade et un chemin de paix. En tout cas, l'Angola joue aujourd'hui un rôle essentiel en termes stratégiques pour nous tous et pour la région. Au-delà de cela, nous avons noué un partenariat stratégique dans beaucoup de domaines, vous l'avez rappelé, Président. L'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Plusieurs accords ont été signés aujourd'hui, d'autres seront signés dans les prochaines heures, en particulier entre l'INAMET et Météo France International avec notre ministre, et montrant d'ailleurs la force de ce partenariat appliqué au sujet du climat. Nous avons également renforcé dans le domaine de la défense ces dernières années ce partenariat entre nous, avec en particulier le développement de coopération en termes de formation, de sécurité maritime, qui joue un rôle très important pour votre pays et toute la région. Et puis, nous avons, grâce à votre implication aussi, renforcé l'attractivité de la francophonie dans votre pays, ce qui est, à mes yeux, un élément véritablement clé. Au-delà de cela, le cœur de cette visite et de nos échanges, et au-delà des sujets régionaux, c'est évidemment le renforcement du partenariat en matière agricole. En effet, dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, avec la création d'un institut de technologie agroalimentaire qui a été inauguré en 2020 par vous-même, un appui au lycée agricole par l'Agence française de développement, un appui dans le domaine vétérinaire à vos écoles nationales. Ce que nous avons fait ensemble ces 5 dernières années a fait, je crois pouvoir le dire, de la France le partenaire de référence en matière de formation agricole. Maintenant, nous passons aujourd'hui une nouvelle étape et grâce au forum d'affaires qui a été organisé ces derniers jours, à la mobilisation de nos entreprises, et j'étais tout à l'heure avec votre ministre d'État à la conclusion de ces travaux, nous allons pouvoir acter d'une nouvelle étape en matière de production agricole. Je le disais, un nombre inédit d'entreprises dans tous les domaines, du café, en passant par le manioc, le soja, le coton, la viande, le lait, la pisciculture, étaient là en matière de transformation aussi et de distribution alimentaire.
Et au fond, nous appliquons ici la stratégie de souveraineté alimentaire à laquelle nous croyons pour le continent africain et qui a été au cœur de l'initiative FARM, lancée il y a maintenant 1 an. Votre pays s'en saisit, en fait un instrument de sa diversification économique, ce qui est au cœur de votre stratégie. Et je veux vraiment saluer cet engagement, vous dire que ce qui a été signé aujourd'hui en la matière constitue là aussi des éléments importants de ce chemin et de ce à quoi nous croyons, bâtir des partenariats équilibrés et réciproques, impliquer le secteur privé, les secteurs privés à travailler ensemble, y compris les entreprises les plus petites, avec justement ce que nous allons mettre en place avec Choose Africa 2 et les mécanismes en matière agricole que nous avons déployés de secteur privé à secteur privé pour financer des engagements de PME et de TPE, et développer une stratégie Made in Africa qui doit devenir une marque de référence. Au-delà de cela, c'est une manière aussi pour nous d'accompagner la transition économique et financière de l'Angola menée par le président Lourenço, et je veux appuyer tout le travail fait pour normaliser le climat d'affaires, améliorer la gestion des finances publiques. Notre pays appuie depuis 2022 nombre de réformes en la matière, gouvernance des entreprises publiques, du secteur financier, opérationnalisation des partenariats publics-privés, et nous avons accompagné ce mouvement par un prêt budgétaire de l'Agence française de développement de 200 millions d'euros. Au-delà de tout ce que j'ai cité, je voudrais ici conclure en disant qu'évidemment, en matière d'infrastructure, d'eau tout particulièrement, la France continue d'être présente en permettant à peu près à 1 million d'habitants d'avoir accès à l'eau potable par les travaux que vous avez souhaités. Qu'en matière d'éducation, vous avez mentionné l'école 42, ce qui est un partenariat important, mais qu'aussi sur le sport et le basket, avec un partenariat en particulier impliquant le club de basket de l'Asvel Lyon-Villeurbanne et l'académie Tony Parker, est un élément clé de ce partenariat. Et je voulais terminer en vous remerciant tout particulièrement, Président, parce qu'on a souvent parlé des restitutions d'œuvres d'art avec le continent africain, mais vous êtes en quelque sorte une exception, parce que votre pays a quant à lui restitué au bénéfice des visiteurs du château de Versailles des œuvres d'art qui étaient à la main de l'Angola et de votre ambassade. Et je veux vraiment vous remercier de ce geste inédit qui permet au monde entier de découvrir ces œuvres aujourd'hui et qui fait de vous un partenaire unique à la fois francophile dans un environnement francophone. Et je sais que c'est l'objectif qui est le vôtre. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je remercie à nouveau le Président pour le travail excellent que nous menons ensemble depuis 5 ans l'un et l'autre, au niveau bilatéral, au niveau régional. Et pour moi, la réunion d'aujourd'hui a permis vraiment d'accélérer et d'intensifier les choses sur le partenariat stratégique régional et en particulier sur le partenariat agricole. Merci beaucoup. Voilà pour cette allocution que vous avez pu suivre en direct du président français Emmanuel Macron depuis Luanda. Merci Stéphane Balong et Hassan Diop d'être toujours avec moi. Emmanuel Macron qui donc parle d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Quelle est la nature exacte de ce partenariat? Je note quand même, quand on écoute attentivement le discours du président français, il a quand même commencé par la situation dans l'Est de la RDC, ce qui signifie toute l'importance que prend ou qu'a pris cette question dans la discussion qu'ils ont dû avoir. Évidemment, on nous avait, nous, en tant que journalistes, observateurs, préparés à cet aspect économique qui est très fort. Finalement, c'était attendu, donc le sujet n'était pas essentiellement là. Et là, Emmanuel Macron commence son intervention par la question de la RDC en remerciant justement Lourenço pour le rôle de médiateur qu'il joue dans la crise. Et c'est normal parce que l'Angola, c'est une puissance économique, que ce soit sur le plan continental ou sur le plan régional. C'est une puissance diplomatique en Afrique centrale, un lien avec presque tous les pays de la région. Hein. Lourenço intervient dans la crise entre la RCA, la Centrafrique et le Tchad, la crise frontalière. Lourenço est le médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda dans l'est de la RDC. Donc,
c'est un partenaire vraiment stratégique, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, qu'il vient de rencontrer, avec qui il vient d'échanger. Qui va être important pour la suite du voyage, avec comme objectif la Absolument. désescalade. Et il me semble qu'en insistant sur cette médiation qui est assurée par le président angolais dans l'affaire du M23 dans l'est de la RDC, c'est une manière peut-être aussi de dire que finalement la solution dans cette crise est une solution africaine avant tout, et que finalement, je dirais, le pouvoir que l'on prête à la France est peut-être un peu démesuré, en tout cas ce pouvoir que semble prêter à la France de décider qui a tort, qui a raison, etc., par une frange de l'opinion congolaise, et peut-être en décalage finalement avec la manière, avec la nouvelle approche que Emmanuel Macron a de ses relations avec les pays africains. C'est-à-dire que dès lors où il y a un problème africain, ce sont d'abord les Africains qui doivent régler leur crise, et que de ce point de vue, évidemment, le rôle de l'Angola dans la crise entre le Rwanda et la RDC, le rôle de l'Angola est important. Et justement, pour élargir, là, lors de cette tournée africaine, également à demain à Kinshasa, est-ce que les questions internationales, notamment le conflit, l'agression russe en Ukraine, est-ce que vous pensez que ça sera abordé lors de ces entretiens? Sans doute. Sur cette question, la position des États africains, je pense, ne va pas vraiment varier. On va rester dans une constance. D'ailleurs, Lorenzo l'a dit dans une interview récente. En fait, il y a de la part des Africains j'allais dire un agacement, mais c'est pas tout à fait le mot, de cette forme d'injonction qui consiste à dire il faut condamner, il faut... Et quand on écoute Lorenzo, justement, et c'est très intéressant, il dit, nous, Angolais, nous avons vécu la guerre. Nous savons ce que ça signifie pour les populations, pour le pays, et nous le souhaitons à personne. Donc, il condamne cette guerre-là. Donc, il y a le principe de condamner la guerre en tant que telle, et le principe de prendre position pour telle ou telle personne. Et d'ailleurs, Macky Sall ne dit pas autre chose. Il a à peu près le même discours contre la guerre, mais ne nous demandez pas de prendre position. À mon avis, si les dirigeants africains prenaient position dans ce conflit, peut-être que leur opinion leur reprocherait d'ailleurs, bien souvent, en leur disant que de toute façon, finalement, vous êtes en train de condamner la Russie, d'attaquer l'Ukraine, alors que les Occidentaux n'ont pas cessé finalement de se mêler de nos propres affaires et d'attiser même certains conflits entre nous, et que par conséquent, ils n'ont pas de leçons à nous donner quant à notre positionnement sur cette guerre en Ukraine. Il y a la guerre, mais il y a la politique aussi d'intervention russe en Ukraine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça sera à l'ordre du jour? Mais alors, prenons l'exemple de la RDC qui est assez intéressant en la matière. Que disent les Congolais? Depuis la visite du pape, on a écouté le monseigneur, le cardinal de Mosengo, l'archevêque de Kinshasa. L'ancien. C'est l'ancien qui disait nous voulons une prise de position, une intervention ferme et claire de la communauté internationale dans l'est du Congo. Et nous le voulons d'autant plus qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, et on voit cette mobilisation internationale très forte en faveur de l'Ukraine. Donc, on ne comprend pas que la crise dans l'est de la RDC ne suscite pas le même intérêt. Donc, il y a de la part, justement, d'un pays comme la RDC, cette difficulté à comprendre qu'on lui demande d'une certaine manière de prendre position. D'un mot à Sandia. Oui, en même temps, si vous voulez, je pense que les pays occidentaux, comme la plupart des pays, éprouvent une certaine lassitude à voir les crises s'accumuler en Afrique. Les conflits ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas du M23 dans l'est de la RDC. Au lendemain même de l'indépendance de la RDC, il y avait la fameuse guerre du Katanga avec Moïse Tshombe. Donc, les déchirements de ce grand pays au pied d'argile ne datent pas d'aujourd'hui. Et que donc, probablement qu'on peut saturer. Oui, merci beaucoup à Sandia pour votre décryptage, d'avoir été avec nous pour toute cette édition spéciale, et merci à vous Stéphane Balong. Et restez avec nous pour la suite de ce Paris Direct sur France 24. Merci à vous tous de votre attention.